J'ai envie de repartir très très en amont de l'infrastructure elle-même. Qu'est-ce que c'est la vie d'une métropole? C'est une vie citadine, c'est une vie économique, culturelle. Donc qu'est-ce qui fait finalement le fond même du fonctionnement d'une métropole? C'est les interactions entre les habitants qui sont à la fois donc des actifs, des consommateurs, des citoyens, des contribuables, etc. Donc c'est l'interaction sociale. On va dire que c'est une somme d'échanges. Et donc dans une métropole, à l'intérieur même de la métropole et en relation avec tous les espaces dans la zone d'influence de la métropole, en fait, on a un niveau très très élevé d'échange. Le but de la puissance publique depuis fort longtemps, ça a été de produire de l'accessibilité pour faciliter les échanges. Alors qu'est-ce que ça peut être que l'accessibilité? Le niveau d'accessibilité mesure l'effort qu'on doit faire pour se relier à des ressources. Ces ressources, c'est ces emplois, les commerces, la culture, la famille, les amis, toutes les relations sociales. Donc toutes ces ressources-là, pour les atteindre, on doit se déplacer. Et l'accessibilité mesure le niveau d'effort. Alors le niveau d'effort, c'est quoi? C'est du temps qu'on va passer, c'est de l'argent qu'on va dépenser. Et donc l'accessibilité, elle est garantie par des réseaux. Elle est produite par des réseaux. Bon. Et ces réseaux, c'est le réseau routier, bien entendu, mais c'est aussi le réseau ferroviaire. Mes trois mots pour qualifier ces infrastructures, c'est obsolescence, obstruction et opportunité. L'obsolescence, c'est parce que ce sont des infrastructures qui ont certes été planifiées et conçues à des moments très différents, mais qui ont toutes été adaptées à un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Adapté à un contexte de structuration d'une région parisienne qui a énormément bougé, adapté à un contexte de développement de Paris et adapté aussi et surtout à une vision d'infrastructure devant essentiellement servir à du trafic de transit, je pense en particulier au périphérique, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. C'est la première obsolescence déclarée de ces infrastructures. C'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs aussi, puisque beaucoup de rocades ont été conçues pour ce trafic de transit qui est aujourd'hui très, très minoritaire dans la circulation. La deuxième dimension d'obsolescence, c'est vrai pour une partie de ces infrastructures, on a décalqué finalement le caractère circulaire des anciens remparts. C'est typique pour périphérique, bien sûr, mais aussi pour ce qui s'est développé ensuite. Et là encore, donc, on est sur une sorte de recomposition d'une morphologie urbaine qui s'explique par une trajectoire historique, mais qui n'a pas lieu d'être en tant que telle, compte tenu de la fonctionnalité actuelle de ces infrastructures. Le deuxième mot, il est un peu facile, c'est obstruction. Obstruction dans un double sens, parce que la congestion, les embouteillages mettent à mal les ambitions de fluidité pour lesquelles ces infrastructures ont été conçues. Et puis, si on prend le mot obstruction dans un sens métaphorique, on est dans l'obstruction de tuyaux. Et j'ai le sentiment que la manière dont ces infrastructures sont aujourd'hui appréhendées ne permet pas d'aller plus loin dans une vision autre de ces infrastructures et qu'on reste sur un modèle de tuyau et qu'il y a donc aussi un peu obstruction de la pensée pour imaginer, je reprendrai souvent cette expression, un nouveau modèle de mobilité. Le troisième mot, c'est opportunité, occasion. C'est l'idée qu'il n'y a finalement pas tant de leviers que ça pour mobiliser, dynamiser, transformer une organisation urbaine qui a besoin de transformations lourdes. Et que souvent, on oublie finalement ces leviers que constitue la voirie, le réseau viaire, les infrastructures, parce qu'il y a tout un processus de la fabrique urbaine qui a tendance à focaliser l'attention sur ce que l'on construit, plus que sur les espaces publics ou plus que sur le vide entre les constructions. Et je pense, pour ma part, que les leviers sont plutôt du côté de ces infrastructures. Premier point, hors sol, bon, ça je crois que c'est le principe même de ces infrastructures. Elles ont été conçues pour être aussi peu que possible en contact avec leur environnement, avec la ville, de manière à pouvoir assurer des vitesses assez importantes. C'est l'héritage du fonctionnalisme qui a caractérisé
l'époque de leur conception. Aujourd'hui, il est probable qu'on souhaite un petit peu plus de contact avec la ville. À l'arrêt, deuxième terme donc, non pas à l'arrêt pour cause de congestion, mais à l'arrêt en termes d'évolution. Lorsque vous comparez la façon dont est géré un aéroport ou une ligne de TGV, vous vous apercevez que la révolution numérique, les principes du yield management, c'est-à-dire d'une tarification variable en fonction de la demande, sont entrés dans ce secteur-là. Un billet de TGV, ça peut varier de 1 à 4 ou 1 à 5 suivant la période à laquelle vous empruntez le service. Rien de tout cela n'existe sur les réseaux rapides franciliens. On est, de ce point de vue-là, un petit peu au Moyen-Âge. C'est pas une question de compétences techniques, je crois que c'est le résultat d'un certain désintérêt des politiques pour la qualité de service sur ces réseaux-là. La voiture, c'est pas bien, donc il n'y a pas de raison d'exploiter les autoroutes pour que ce soit mieux. Enfin, troisième terme, moi qui me frappe quand même beaucoup, c'est que l'information sur les conditions de circulation et les temps de parcours est évidemment donnée au jour le jour, et vous pouvez consulter sur Citadin ce que vous voulez, mais l'information agrégée qui nous dit est-ce que ce système fonctionne de mieux en mieux ou de plus en plus mal au fil des ans, n'est plus donné depuis 2011. C'est-à-dire que le troisième mot-clé que j'ai choisi, c'est opaque pour le citoyen, c'est-à-dire à une époque où on fait de la qualité de service quand même quelque chose d'important, on ne sait plus aujourd'hui dire si, ou en tout cas aller chercher l'information pour savoir si ce système fonctionne de mieux en mieux ou de moins en moins bien. Développement économique, connexion et puis pollution. Donc il y a des mots un peu plus positifs que d'autres. Il y a les deux, parce que c'est à la fois des infrastructures indispensables pour certains circuits, notamment bien sûr les transports, les marchandises, les professionnels mobiles. Et puis c'est ce qui fait métropole, je pense aussi, toute cette mobilité. Il n'y a pas qu'elle, il y a bien sûr la mobilité en train. Mais la mobilité autoroutière est extrêmement importante pour l'Île-de-France pour qu'elle constitue véritablement une métropole, c'est-à-dire un endroit où on peut habiter quelque part et travailler quelque part d'autre. Alors, connexion, c'est cette idée-là, c'est la même. Et pollution, bien sûr, parce que c'est un endroit qui concentre, notamment en Île-de-France, et ça c'est très étonnant par rapport à d'autres grandes métropoles européennes ou américaines qui concentrent beaucoup de vieux diesels. Et je parle pas seulement des utilitaires et des poids lourds, je parle des voitures en général. On est très spécifique dans les villes françaises par rapport à nos flottes et l'âge des flottes, l'autodiésélisation des voitures particulières, mais l'âge des flottes utilitaires et donc les vieux diesels. Alors je vais dire coupure, deuxièmement cadre de vie dégradé et troisièmement desserte. Donc coupure, pourquoi ? Parce que c'est quand même des frontières très fortes. Il y a une densité d'infrastructures routières d'importance qui est assez forte sur le territoire francilien. Et certaines sont des vraies coupures. On parle aujourd'hui de Grand Paris comme si on parlait d'un espace assez homogène, assez continu, mais en fait on a des vraies coupures urbaines, notamment le périphérique qui est l'exemple le plus éclatant, qui est une véritable coupure entre Paris et sa banlieue. Mais à l'intérieur de la 86, on a aussi beaucoup d'effets coupures qui sont provoqués par ces infrastructures. Cadre de vie dégradé, en fait, on voit que les autoroutes, les voies structurantes sont les endroits qui concentrent finalement la plupart des nuisances, notamment le bruit. Si on regarde les cartes de bruit, les cartes de pollution, finalement elles se superposent avec la carte des infrastructures routières. Donc pour les riverains, c'est un cadre de vie qui est un petit peu dégradé avec de la pollution, des nuisances sonores, un côté esthétique qui est quand même pas génial. Et puis enfin, pour donner un mot un peu plus positif, desserte. C'est vrai que ce que je vous ai dit là, le côté un peu négatif, c'est plus dans la zone très dense de l'Île-de-France. Si on s'en éloigne un petit peu, alors là, il y a peut-être une connotation un petit peu plus positive. Ça permet de desservir des territoires qui sont un petit peu aux franges du territoire. Mais en tout cas, ça montre que il faut bien faire le distinguo entre vraiment la zone très dense de l'Île-de-France, où les autoroutes concentrent beaucoup de nuisances, et puis peut-être la deuxième couronne,
où là, il y a des enjeux qui sont peut-être un petit peu différents. Alors les 3 mots que je vais choisir, c'est potentiel, complémentarité et intégration. Alors le premier mot potentiel, on le pense au sens de potentiel de reconversion. On a là en fait une infrastructure énorme puisqu'elle fait plus de 1000 km linéaires sur le territoire qu'on étudie et qui structure au quotidien la vie de tous les habitants de la mégalopole. Et il nous semble que cette infrastructure, elle recèle aujourd'hui un potentiel d'optimisation considérable à la fois des flux voyageurs et aussi des flux de marchandises. Et si on parvient à la transformer simplement et positivement, mais dans sa totalité, l'impact de cette transformation sur le territoire peut être tout à fait considérable et même peut-être plus impactant finalement qu'aucun autre projet urbain ou de transport aujourd'hui à l'étude. Le deuxième mot, c'est complémentarité. Le réseau des autoroutes franciliennes est en fait complémentaire du réseau ferré régional, à la fois TER, RER, tram. Il est aussi complémentaire du réseau urbain, notamment des réseaux de bus, puisqu'il permet des déplacements à moyenne et longue distance qui épargnent les tissus locaux. C'est cette complémentarité du réseau qu'il faut essayer d'exploiter, non pas d'effacer, et en imaginant une manière d'utiliser l'infrastructure différente, plus agile et plus partagée. Le troisième mot, c'est intégration. En fait, la spécificité de ces autoroutes franciliennes, c'est qu'elles ont été finalement, pour grande partie, rattrapées par la ville et intégrées, souvent assez mal, a posteriori à une continuité urbaine de fait. Les enjeux d'intégration de cette infrastructure sont donc effectivement très forts, à la fois en termes de réduction des nuisances, mais aussi en termes de mise en valeur des fonciers tampons entre la ville et ses infrastructures. Les 3 mots que je retiendrai pour essayer d'appréhender ou de comprendre les voies structurantes, en l'occurrence les routes et les autoroutes du Grand Paris, c'est apparence, exigence et chance. Alors, pourquoi apparence ? D'abord, c'est une apparence ambivalente. Selon d'où on se positionne pour observer ces autoroutes, ça n'a pas la même apparence. Quand on est dedans ou à côté, on est plutôt dans une relation de confrontation. C'est-à-dire que soit on pense à la congestion, soit on pense à la coupure urbaine. Mais par contre, si on prend un peu d'auteur de vue, et donc vue du ciel, ce territoire, il a essentiellement une apparence d'irrigation. Deuxième mot, l'exigence. Pourquoi l'exigence ? Parce que en termes d'infrastructure, parce que c'est une infrastructure, on appréhende toujours son efficacité en termes de vitesse. Et donc on est très exigeant sur la vitesse et de fait, on n'en est jamais totalement satisfait. Alors cette appréhension de la vitesse est assez compréhensible pour des déplacements interurbains, mais pour des déplacements plus locaux, en l'occurrence pour des déplacements franciliens, on pourrait vraiment se questionner sur cet enjeu de vitesse. On ne se déplace pas pour aller vite, mais on se déplace d'abord pour faire quelque chose. Donc l'enjeu, c'est pas seulement le temps et la distance, mais c'est ce qu'on peut faire avec. Et donc cette exigence, elle serait peut-être pas la même si on appréhendait avant tout cette infrastructure comme un support de mobilité. Et puis dernier mot, la chance. Pourquoi la chance ? Parce que en fait, l'autoroute et les routes structurantes associées à ces autoroutes franciliennes, c'est un réseau technique extraordinaire qui demande qu'une seule chose, c'est d'être connecté à son territoire pour justement proposer le maillage territorial nécessaire à la région Île-de-France.